Bonsoir, Didier Laquet. Je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais je pense que toutes ces capacités, comment dire, tous ces aménagements, toutes ces idées, à mon avis, on a les solutions, je dirais, aux problèmes. Mais je pense qu'on n'a pas la volonté politique. Et moi, ce à quoi je réfléchis depuis que je vous écoute, c'est pourquoi il n'y a pas cette volonté politique et comment on peut faire ressurgir cette volonté politique. Parce que la technologie, l'intelligence, le savoir-faire, etc., on a tout ça en France. Et c'est pour ça que je crois justement au sauvetage de la France, et notamment des territoires ruraux. Mais sans cette volonté politique, comment faire? Et comment la retrouver? Il y avait Indira Gandhi qui disait si vous avez un imbécile qui dirige votre pays, c'est bien qu'il représente les gens qui l'ont élu. Non, c'est méchant, mais disons, c'est à nous, c'est à vous, c'est à moi de collectivement organiser un changement. Cette volonté politique, elle va pas venir. Évidemment, quand on dit une occupation, quand Rémi dit le fascisme financier, on est dans. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'uniforme. Vous voyez. Donc, pour les identifier, et ils sont entrés dans les esprits. Et pour ça, il faut devenir acteur, et pas seulement consommateur de politique et de connaissances. Et ça, c'est toute la difficulté. Là, je voyais à l'IFOP qui a fait un sondage auprès des jeunes, des 15-25 sur YouTube. Il y en a, je crois que c'est un quart, non plus, c'est 40% je crois, qui regardent au moins une fois par semaine une vidéo YouTube scientifique. Parce que il y a de la qualité, il y a de la qualité de contenu, il y a des références intéressantes, qui est de la précision. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se comportent comme s'ils n'ont plus rien à perdre et c'est pour ça qu'ils se foutent beaucoup de tout. Il y a très peu de respect de leur part vis-à-vis des choses établies parce que de toute façon ils n'ont plus rien à perdre. À bonne raison ou pas. Hein. Des fois quand même il y a des choses qui jettent qui ne devraient peut-être pas. Mais en tout cas c'est sûr que le plus grave c'est le fait d'avoir peur de perdre le passé. Pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire de perdre son poste, de vouloir de pas vouloir prendre de risques parce qu'il nous reste que 3 ans avant la retraite et que je voudrais bien finir pour ma petite retraite à moi. Et ça c'est le pire parce que ça freine, ça fait rester sur les habitudes, ça fait rester sur ce qui est déjà établi et même pour des mauvaises raisons. Donc il y a toute une culture de la prise de risque, d'essayer de faire des choses dont on se croit pas forcément capable sans savoir forcément ce qu'on va avoir. Là, la politique de la recherche darwinienne, du discours du type du CNRS, la logique de plus en plus dans la recherche, c'est que le chercheur soit capable de dire ce qu'il va trouver, de savoir quand, exactement quoi. Depuis quand la recherche, c'est ça, quoi. Donc il faut, dans la pratique, comprendre que le monde n'est pas fait pour le passé, il est fait pour l'avenir. Et que nos gosses, ils vont bel et bien trouver des trucs que nous, on n'a pas trouvé, etc., etc. Et c'est une prise de risque. Il y a beaucoup trop de profs aujourd'hui qui, quand un gosse remet en cause ce qu'il dit, disent que par autorité, t'as pas à dire ça, t'as pas à remettre en cause ce que je dis. Alors que pourquoi pas, le prof a peut-être tort. Ça arrive, n'importe quel prof. Et le prof doit le savoir. J'avais plusieurs questions par rapport à la notion de l'infrastructure telle qu'elle est traitée en fait dans les médias ou en général dans le débat public, parce que j'ai l'impression, et c'est un peu le sens de ma question, qu'il y a beaucoup de, sinon de mensonges, au moins disons de choses un peu fausses. La première, c'est qu'on dit que l'infrastructure, c'est pas rentable, et souvent on nous montre au TF1, France 2, ces trains à moitié remplis, etc. En même temps, on crée les conditions où ça marche pas, et quand ça marche, on vend au privé. Le meilleur exemple, tout le monde l'a en tête, c'est les autoroutes qui rapportent 3 milliards, principalement à Vinci, principalement à ces genres de copains des ministres, puisque maintenant c'est officiel, ce copinage. Mais il y a la question de l'autoroute. L'autre exemple, c'est l'infrastructure de TGV entre Bordeaux et Paris.
pour les premières années, donc pour l'instant c'est le cas, 60% du billet du prix du billet va rembourser pendant des années et des années ceux qui ont fait ce chantier. Le maître d'œuvre n'étant pas l'État qui n'a pas de sous, ben on va rembourser en fait et faire gagner de l'argent aussi et du bénéfice aux entreprises privées qui ont construit la ligne de TGV Bordeaux-Paris. Donc finalement, je vois qu'il y a une forme de clientélisme même dans l'infrastructure. Donc première question, comment on fait pour éviter dans l'infrastructure existante et dans l'infrastructure de demain de répéter ça? Et ma deuxième question, c'est que j'ai l'impression donc que l'infrastructure peut aussi être rentable, et comment elle devient rentable, bon, pour les gens, mais aussi pour l'État. Donc le rôle entre le privé et l'État. Comment vous concevez le rôle de l'un et de l'autre, puisque aujourd'hui il y a un mélange des genres manifeste. Oui, donc la première chose, c'est, disons, si on monte au plus haut du problème, c'est directement le problème du crédit souverain. C'est-à-dire que parce que une fois qu'on a abandonné cette souveraineté de la monnaie et du crédit, on arrive dans le culte de la dette. C'est-à-dire que, puisque l'approche bancaire et l'approche des banques, c'est la rentabilité comptable. Et normalement, ce qu'avait dit M. Larouche ou M. Cheminade, c'est que quand on fait un sommet entre des chefs d'État, il faut enfermer tous les comptables dans un placard, surtout pas qu'ils se mêlent de l'avenir de nos pays. Parce que un choix économique ne peut pas être un choix comptable. Donc exiger une rentabilité comptable, c'est-à-dire du court terme, à une infrastructure, qu'elle soit physique ou humaine, quand vous demandez à un hôpital ou une école d'être rentable, du point de vue comptable, vous êtes bon pour l'asile psychiatrique. Si vous ne l'avez pas supprimé, ça peut... Parce que une infrastructure, le but d'une infrastructure n'est pas d'être rentable du point de vue direct, mais être rentable par effet de levier, par induction, par effet indirect. Où M. Larouche disait, par exemple, une voiture, si dans votre voiture vous transportez les gros bonnets de la mafia à la cocaïne, votre voiture, elle n'est pas rentable, elle est même anti-rentable. D'accord ? Parce qu'elle détruit de la valeur, elle détruit les êtres humains, elle gonfle peut-être le chiffre, mais elle produit le contraire de l'avenir de l'humanité. Donc la question, ça ramène à la question de l'intention. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on supprimait toutes les lignes de chemin de fer qui ne sont pas rentables, on garderait que Lyon, Paris-Lyon. Voilà. Parce que là, c'est rempli à 95%. Voilà. Et tout le reste, il faut le supprimer. Mais pourquoi? La question, c'est, je vous ai dit, les TER, c'est 1 million de personnes qui peuvent se rendre à leur travail, qui peuvent aller à l'hôpital travailler, qui peuvent aller à l'école enseigner, qui peuvent aller à l'usine produire de la richesse. Donc, ils sont, disons, il faut être fou, il faut vraiment être malade mental pour raisonner d'appliquer un schéma comptable sur une infrastructure. Ça ne veut pas dire qu'on peut mieux, qu'on peut faire mieux, qu'on peut réfléchir. Disons, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse, c'est de dire, voilà, on va faire un paquebot pour transporter Einstein de l'Europe aux États-Unis, c'est rentable, oui, parce que c'est Einstein. Mais peut-être on peut... Donc là, ça c'est la première chose. Donc l'État, dans la mesure que l'État, il agit pour le bien et l'intérêt général dans le temps, il est mandaté par le peuple de le défendre pour les siècles à venir. Donc il n'y a que l'État qui peut investir, qui peut avoir cette vision du long terme. L'État est le gendarme du long terme. J'ai demandé une fois à Michel Rocard, j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire un entretien avec lui. J'ai demandé, Monsieur Rocard, est-ce que vous connaissez un économiste qui est capable de montrer qu'un canal est rentable? Et Michel Rocard a dit non, parce qu'un canal, c'est rentable sur 300 ans. Et il n'y a aucune banque qui va vous faire un crédit pour 300 ans, parce que ça ne les intéresse pas. On peut gagner beaucoup plus vite. Donc, la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez cette capacité
d'un crédit public, avec un trésor qui fonctionne, avec une planification, avec un commissariat au plan, avec une data, avec des gens qui pensent leur territoire, à ce moment-là, vous pouvez y mettre le paquet. Si vous ne faites pas ça, vous êtes tous les esclaves de la dette. Et pour ne pas être esclave de la dette, on fait quoi? On fait des PPP, des partenariats publics-privés. Parce que on accepte de payer beaucoup plus, parce qu'on s'endette moins dans un PPP. C'est pas vous qui vous endettez, c'est la personne qui va vous réclamer un loyer. Donc, le Bordeaux, le Paris-Bordeaux, il a été construit en partenariat public-privé. 8 milliards, c'est absolument énorme. Et comme vous dites, on va pendant des années et des années, ça ne va pas rapporter à l'État, ça va rapporter à des rapaces, à des fonds vautours qui ont pris le contrôle de la maison. Donc il faut chasser les marchands du temple et il faut remettre donc le crédit. Il faut se redoter à chaque étage d'institutions qui ensemble peuvent articuler, pas seulement à partir du haut mais aussi à partir du bas, dans un dialogue par des gens qui vivent dans les territoires et qui savent ce qui se passe. Parce que moi j'ai rencontré des maires et la plupart des maires ils savent exactement qui il faut embaucher, quel chantier vaut la peine ou pas, là où on peut transformer, là où on peut amener les jeunes, etc. Ils ont plein d'idées et on ne les écoute pas. On est en train de les fusiller. Donc il faut remettre le monde, il faut arrêter de marcher sur la tête. Ça arrête les migraines. Moi, je crois que le principal, là, ça serait les médias. Parce qu'au moins, si on avait les médias pour nous, parce qu'on les a jamais eus, on n'a jamais pu passer à 1 heure près dans une émission pour dire, bah, faut faire ça, mais pas ça, sinon on va avoir ça. On n'a pas le droit, il n'y a pas de démocratie. Hein. Avant, c'était pire. Hein. Avant, même il y a encore pas si longtemps, les gens ne savaient pas écrire, compter. Les gosses, ils bossaient à partir de 10 ans. Les vieux, ils n'avaient pas le temps de se reposer, qui clapsaient. Donc non, c'est pas pire avant. Les médias aujourd'hui, ils n'ont aucune influence, si ce n'est que le fait que les gens répètent. La question, c'est pourquoi ils répètent. La question, c'est pourquoi ils absorbent et ils répètent sans avoir réfléchi à ce qu'ils ont vu, entendu, etc. Et qui parlent sans avoir une réflexion sur ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Donc, moi, je vois pas de solution pour reprendre les médias. Moi, si t'as beaucoup d'argent, si t'as Pinot, Arnaud, je sais pas qui comme ami, mais sinon, t'as deux solutions. Tu peux faire ton média, et de toute façon, faire ton média, ça va pas... Edith, tu peux faire ton média, c'est une solution. Mais après, de toute façon, le problème est le même. La question, c'est qu'est-ce que tu amènes aux gens, et qu'est-ce que tu leur apportes qui fait que tu vas avoir une influence sur le reste. Donc, de toute manière, médias ou pas, en fait, la question, c'est comment tu touches les cerveaux, comment tu aides les gens à s'aider eux-mêmes, comment tu aides les gens à aider leurs voisins. La question, c'est juste ça. Les médias, c'est pas tellement un problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est qu'est-ce que... C'est dans les repas de famille. Est-ce qu'on est capable de discuter sans se taper dessus? Est-ce qu'on est capable de discuter de choses sérieuses? Tout court. Est-ce qu'on est capable d'avancer, quoi? Et c'est ça la question. Donc, on peut trouver des gens à clouer sous la porte de la grange ou je sais pas quoi. Une fois que tu en as fait 2, t'es crevé, tu fais pas le reste. Donc la question c'est qu'est-ce que tu es capable de comment tu fais pour qu'il y ait des gens qui t'aident en fait dans ce que tu veux réaliser. Les ennemis, c'est même pas le problème en fait. La question, c'est comment se fait que les gens ont pas tellement envie de se battre pour ce même projet que toi t'es en train de défendre. Bah oui, c'est ça. Bah c'est juste ça. Mais les médias, c'est pas grave. Je sais pas, on peut se plaindre que les chats, ils vont pas se trouver de la bouffe tout seuls. Oui, c'est dommage, moi ça m'embête. Mais les médias vont pas nous inviter. C'est en tout cas tels qu'ils sont, ils vont pas venir nous chercher. Ce qu'on peut faire, c'est les forcer à nous relayer. On peut pas les forcer à ne pas couper les reportages qu'ils font sur nous pour en faire de la merde. Ils le font tout le temps. Donc, les médias, ils contrôlent l'opinion des gens qui n'y ont pas pensé.
Et vraiment, je dirais, venez avec nous, faire des stands dans la rue, un peu partout, aller rencontrer les maires, etc. Vraiment, c'est pas compliqué en fait de désamorcer des gens qui répètent des choses sans y avoir pensé. Vraiment, c'est très facile. C'est la même chose que savoir pourquoi est-ce qu'il y a une ombre sur... Enfin, c'est quoi le croissant invisible de la Lune? Qu'est-ce qui explique ça? C'est la même chose. Toutes les questions sont un tant soit peu scientifiques, sont un tant soit peu rationnelles, etc. Donc, trouve toujours un paradoxe qui fait que... pourquoi j'ai dit ça alors? Est-ce que vraiment aujourd'hui on est en train de créer de meilleurs emplois en Angleterre où on nous dit qu'il y a 2-3% de chômage? Est-ce que c'est pas qu'il y a des emplois pourris comme on est en train d'en faire plein ici? Il y a plein de choses à trouver pour faire réfléchir. Et ça, c'est notre seule arme. Et c'est pour ça que c'est en ça que les gosses sont vachement plus intéressants que les chiens. C'est qu'ils réfléchissent. En tout cas, c'est mon avis. Après, bon, chacun son avis. J'avais entendu que l'Airbus avait été créé à une époque où l'État n'intervenait pas. Donc ça s'était fait entre l'Allemagne et la France, mais sans intervention de l'État. Et j'avais entendu que c'était impossible, ça serait impossible à faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois et d'obligations qu'on ne pourrait plus faire quelque chose comme Airbus. Donc quand j'entends ça, je trouve ça absolument formidable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème où il y a des contraintes qui font que c'est plus possible aujourd'hui? Deuxième chose, quand on habite Paris, comment faire pour aller voir son maire et lui parler de tout ça? Est-ce qu'il peut être concerné, sachant que bon, il y a quand même quelques difficultés? Et troisième chose, il y a quand même une radio que je trouve assez intéressante, c'est Sud Radio, où franchement les gens interviennent et on sent qu'ils sont assez révoltés contre tout ce qui se passe. Et peut-être que là, vous pourriez intervenir. Donc par rapport à votre question sur Airbus, c'est vrai que c'est faux que Airbus ça a été fait effectivement entre des partenaires européens, mais en partie aussi avec un feu vert des gens plus haut placés qui à l'époque l'ont pas saboté. Donc ça, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, l'Europe est en pleine contradiction avec elle-même. C'est-à-dire que dès qu'il y a par exemple, au début, Alstom voulait se marier, faire un Airbus du ferroviaire avec Siemens. Donc ça a été refusé par la Commission européenne parce que ça devient un cartel. Donc c'est une entorse à la libre concurrence sur le marché. Mais de l'autre côté, on va dire oui, mais face aux Chinois et face aux Américains, si on n'a pas la taille, vous voyez, on est dans un monde soi-disant libéral. Mais en fait, c'est uniquement les très grands qui peuvent... Normalement, pour moi, le libéralisme, ça voudrait dire que tout le monde puisse jouer sur le même marché. Là, on n'a qu'un marché où il n'y a que les grands, il n'y a que les gros qui peuvent gagner et peser. Donc là, il s'est fait donc, le mariage Alstom il y a 2 jours entre Alstom et Bombardier, parce que Bombardier est dans un état lamentable au niveau de ses propres finances. Et aussi parce que Bombardier, ça intéresse beaucoup Alstom, parce que Bombardier a beaucoup développé les trains à batterie. Et on veut faire des trains qui marchent à moitié au diesel et à moitié à batterie. Et donc ça convient, Siemens aussi aurait pu le faire, mais là c'est Bombardier. Et donc là on va voir, il y a eu probablement une certaine entente pour avoir Thierry Breton à la Commission européenne, et que peut-être en retour... disons, c'est toujours... Il y a même des gens qui disent, grâce au fait que Alstom a vendu sa branche énergie à General Electric, maintenant elle a du cash pour faire son shopping et d'acheter ce qu'il faut pour le ferroviaire, etc. Mais tout cela, c'est toujours dans le cadre d'un algorithme financier. C'est toujours à l'intérieur, c'est les règles à l'intérieur de... Disons, c'est pas là l'avenir de l'Europe et l'avenir du monde, c'est pas entre Européens. L'avenir du ferroviaire, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et on a besoin de partenaires, peu importe, de tous les pays du monde, pour aller faire des choses ensemble, là où il y a tout à faire. Et ça on le fait pas.
C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée de rentabiliser, d'être rentable du point de vue comptable dans les marchés actuels tels qu'ils sont. On n'est pas du tout en train de se projeter sur 25 ou sur 50 ans et de créer des nouveaux marchés pour nos productions. Ça, c'est le vrai sujet. Sur Airbus, 2 points précis. Il y avait Boeing qui dominait le monde. Hein. L'Europe avait développé des choses extraordinaires, des inventions extraordinaires. C'était l'Elfin et c'était le turboréacteur avec des spécialités à l'intérieur. Et elle était étouffée par Boeing. Donc à un moment donné, ils ont décidé, il est évident que nous, experts en Allemagne, en France, on doit travailler ensemble et défendre le fait qu'on ait réussi à avoir des succès techniques. Hein. Et ça, c'est né comme ça. Donc après, ils ont été voir les politiques en disant il faut nous suivre, quoi, qu'on défende notre qualité. Et aujourd'hui, on a l'effet inverse. Airbus, quand il y a quelqu'un, un pilote d'essai qui a mis toute sa fortune pour faire un avion électrique, ça a été racheté par Airbus. Airbus a trouvé quoi? C'était pas utile aujourd'hui et l'a lâché. Donc on voit bien que Airbus aujourd'hui se comporte exactement comme Boeing l'a fait il y a quelques années, et c'est peut-être la faiblesse d'Airbus. Donc le boulot de l'État et des citoyens, c'est de dire attendez, l'avion électrique il marchait, pourquoi vous l'avez acheté et pourquoi vous le développez pas? Sur la question de comment, enfin, est-ce que ça vaut le coup d'aller rencontrer un maire de Paris et comment faire, etc. Oui, à tous les coups, en fait, ça vaut le coup parce qu'on ne sait jamais. J'avais vu que c'est. Oui, bien sûr, les maires d'arrondissement, non, évidemment, oui, il y a tous les arrondissements. Il y a aussi les adjoints, parce qu'il n'y a pas que le maire. Et après, il y a tous les candidats en ce moment qui traînent dans les marchés où on peut les attraper, etc. Pour ce qui est des élus actuels, en fait, le mieux c'est de prendre son téléphone, d'appeler directement en mairie. Ça évite les mails qui se perdent ou je sais pas quoi. Les candidats, il faut chercher sur Internet, mais maintenant, et normalement le 27 février au plus tard, en préfecture, il y aura toutes les candidatures qui seront publiées. Donc il y a aussi moyen d'aller les récupérer là pour pouvoir les contacter par ailleurs. Mais normalement, je pense qu'en cherchant sur Internet, il y a possibilité de trouver les différentes listes et les contacts mail et téléphoniques. Et tous ceux qui sont sur des enjeux nationaux de souverainisme, là il y a un collègue, il a rencontré la tête de liste écologiste de Oulin, il était pro-nucléaire. Voilà, on ne sait jamais. Il y a vraiment, voilà, c'est les élections municipales, enfin même les élections même nationales, vu que généralement elles sont posées sur des faux sujets, quand on va les voir sur un autre sujet, on peut s'attendre à toutes les surprises. Mais sinon, c'est sûr que les listes entre guillemets souverainistes de gauche ou de droite peuvent être des listes plus intéressantes à essayer de contacter. Voilà. Et les candidats, les candidats vraiment sur les marchés, ça vaut le coup d'essayer de les voir. Et Sud Radio, appelez. Et Sud Radio, appelez. Parce que nous, on essaie d'appeler les médias, etc. On n'a pas forcément, on fait pas forcément tout ce qu'il faut, peut-être. Mais c'est sûr que le fait qu'après des gens, comme dans les bibliothèques, d'avoir des gens qui te demandent « Ah, mais vous n'avez pas le problème de Jacques Cheminade? Ça alors ?» J'irai chez le concurrent. Ça fait que les libraires vont commander le bouquin. De la même manière, si les radios se retrouvent à avoir des appels qui te demandent sur la finance, sur les routes de la soie, sur tout ça, on vous conseille vivement Jacques Cheminade, vous devriez l'inviter, etc. etc. Ça peut payer. Oui, justement, sur les routes de la soie, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'aide de la Chine dans des investissements productifs et d'infrastructures, parce qu'ils sont quand même à fond. Et on a l'Italie, la Suisse qui ont rejoint l'ICR. Qu'est-ce que ça donne et est-ce qu'il y a un filon potentiel, même pour par exemple des élus locaux qui ne savent pas où aller chercher du crédit? Est-ce que c'est faisable en France si on n'est pas dans l'ICR? Voilà. Tout d'abord, en fait, on participe à la route de la soie. C'est pas parce qu'on rejoint que tout arrive. C'est-à-dire qu'on définit, il y a un protocole d'accord où il y a un accord pour une entente. Voilà, donc,
oui, il y a déjà des régions. Par exemple, Marseille a des énormes accords avec la Chine et avec des régions chinoises. Donc, on est quand même aussi au bout de plusieurs années de décentralisation où les régions, de plus en plus, ils ont pas mal de possibilités. Ils ont un bout du pouvoir financier, économique. Et donc, ils ont des ambassadeurs, ils ont presque une politique étrangère. Ils peuvent peser. Et donc, il y a des choses qui se font. Mais évidemment, après, la question, c'est, et Emmanuel Macron l'a très bien défini, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises stratégiques où, effectivement, disons, parce qu'il y a deux attitudes par rapport à la Chine. Il y a des gens qui disent on n'en veut pas, zéro, nul. Il y a des gens qui disent voilà, on fait open bar et si les Chinois veulent venir, veulent tout acheter, ben on leur fait un petit prix, on leur demande si c'est pour manger sur place ou emporter. Ça non plus. Donc il faut définir des partenariats, il faut définir des règles. Et ça, à la Caisse des dépôts et des consignations, il y avait toute une idée de fonds souverains de contrepartie. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, mettre sur pied une banque nationale pour l'infrastructure, gérée par des Français, ou même des Français et des Chinois, où la France met une partie, mais au moins la moitié, et où, par exemple, le CIC chinois met aussi, par exemple, la moitié. Mais si vous voulez être égal dans les décisions, ça veut dire que vous devez aussi être égal dans l'investissement que vous faites. Et le problème aujourd'hui, c'est que la Caisse des dépôts et nos institutions n'ont plus. Et c'est d'où la question, c'est toujours au plus haut niveau. S'il n'y a pas ce crédit souverain, c'est très compliqué. La Caisse des dépôts, elle avait à peine 4 milliards, par exemple, pour les partenariats avec les fonds souverains dans le monde. Alors que la Chine disait, voilà, nous, on a envie d'investir 40 milliards en Afrique. Est-ce que vous, les Français, vous voulez venir avec nous? Bon, si nous, on amène 400 000 euros et les Chinois amènent 40 milliards, bon, je ne vous fais pas un dessin sur qui va décider le contenu et la nature des projets. Donc si on a une ambition de jouer, disons, c'était un peu l'intervention aussi de Jacques Cheminade la dernière fois, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une ambition ni pour l'Europe, ni pour le monde, si nous n'avons aucune ambition pour nous-mêmes en France. Donc il faut avoir cette ambition, sans être nationaliste, étriqué ou souverainiste endurci. Il faut avoir une ambition de redonner un destin à ce pays, de vouloir le rendre meilleur et de se doter de tous les instruments qu'il faut pour le faire. Sinon, on n'ira nulle part. Et bon, on pourrait faire des petits commerces du coin, comme le mari de Mme Christine Lagarde, qui fait le plus grand centre du textile à Marseille avec les Chinois. Eh oui. Ce sont les soyeux. Oui. Notre question, c'est plus sur le rôle du citoyen ou de la citoyenne dans les choix de politique d'infrastructure. Juste avoir une petite réflexion personnelle sur les médias. Je pense que les choses évoluent, les gens évoluent, tout le monde évolue. Et je pense que les gens, en général, sont dans un entre-deux mental assez compliqué, où ils voient de plus en plus, mais je parle aussi bien de la grand-mère de 75 ans que du jeune de 20 ans, de plus en plus une sorte de double réalité, et ils sont avec les doubles réalités, les deux dans leur tête, ce qu'ils disent les médias et ce qu'ils vivent au quotidien. Je pense que c'est pas la seule chose, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes a accéléré cette sorte de double chose dans les têtes, parce que beaucoup de gens, en tout cas en dehors des Champs-Élysées, en dehors de Paris, les Gilets jaunes, c'est les mecs sympas ou les nanas sympas au rond-point, et puis à la télévision, c'est le sang, le larme, etc. La violence policière, tout ça. Donc, bref, il y a une dichotomie dans l'esprit des gens. Ils n'ont pas résolu en disant les médias c'est de la merde et je ne crois à autre chose. Et je pense qu'en général, c'est un état d'esprit dans lequel sont les gens où il y a un effondrement de ce qu'on appelait les autorités traditionnelles, dont les médias faisaient partie, mais il n'y a pas encore une nouvelle autorité qui s'est invitée dans leur esprit. Donc il y a une sorte d'entre-deux, avec lequel les gens essayent bon an mal an de vivre. Et je pense qu'en dehors de la région Île-de-France, en dehors de Babylone,
il y a plus de critiques encore vis-à-vis de ces autorités traditionnelles qu'ici. Parce qu'ici c'est fort, il y a les bâtiments, il y a le visuel. Là-bas, c'est pas le cas. Donc ça c'est ma réflexion personnelle. Ma question, c'est, on voit, et ça c'est un certain nombre de maires qui me l'ont expliqué lorsque j'ai été démarché par rapport à la campagne de signature pour la candidature de Jacques Cheminade, c'est qu'il y avait deux choses qu'il m'avait dit, et je pense que c'est toujours vrai. C'est que d'un côté, il y a les pinailleurs, donc les gens qui viennent pinailler sur les décisions du conseil municipal, avec leurs inquiétudes, leurs craintes, parfois justifiées, parfois non, sur tel ou tel projet. Et les autres, c'est-à-dire ceux qui en fait ne viennent pas au conseil municipal, ne viennent pas aux réunions parents d'élèves, et ne viennent pas participer à la vie locale. Alors il y a plusieurs réponses qui sont données par les maires sur le pourquoi. Il y a des maires qui sont tout à fait lucides et qui disent c'est parce que les gens s'en foutent, mais aussi parce qu'il y a les gens, ils ont une vie qui fait qu'ils ne peuvent plus, comme avant, participer à la vie associative, à la vie locale, comme ils le souhaiteraient. Et puis il y a les néo-ruraux, c'est-à-dire des gens des villes qui viennent dans les villes rurales pour le côté tableau sympathique, mais tout ce qui est le reste, de s'impliquer dans la vie locale, c'est plus compliqué. Donc il y a un mélange de tout ça, ça dépend du territoire, etc. Mais du coup, ma question c'est, comment vous envisagez le rôle des citoyens dans les décisions, ou dans une partie des décisions de ces choix d'infrastructures? Est-ce que vous le voyez d'un point de vue d'un État stratège du haut vers le bas, et puis l'État, sachant ce que c'est l'intérêt général, voilà, il y a des décisions qui sont actées, ou est-ce que vous voyez un État stratège qui implique au maximum où il peut les citoyens et citoyennes dans la création de ces infrastructures? Voilà ma question. C'est les deux, en général. C'est-à-dire, chaque citoyen doit être un stratège. Donc, disons d'abord parce que la banque, cette banque qui sera chargée du crédit public, elle sera contrôlée par le peuple. Et ce peuple, disons, c'est-à-dire il y aura les forces vives de la nation, il y aura un conseil du crédit, c'est-à-dire le crédit sera un peu comme l'impôt, c'est-à-dire il faudra le consentement. Donc c'est un peu ce que voulait Mendes France, dans ce qu'il décrit dans son projet, c'est-à-dire que le sujet d'ailleurs d'une élection présidentielle, ça doit être le plan. C'est-à-dire qu'un président, quelqu'un qui veut être candidat, il présente son plan avec des dates. Et voilà, première année, on va faire ça, deuxième, troisième, quatrième année. Pendant toute ma mandature, je compte mettre en œuvre un plan de développement de la nation. Et il soumet ce plan donc à discussion. L'élection, en fait, sera le grand débat, non pas sur la couleur et machin et les appétits de tel ou tel candidat, mais sur son plan. Donc aujourd'hui, il y en a des gens qui se font élire, on découvre leur programme une fois qu'ils sont élus. Donc c'est là où il y a un problème. On est dans le dégagisme. Les gens veulent, on chasse Caligula pour avoir Jules César, mais on n'a pas vu le plan, on n'a pas compris le code génétique du cerveau qui arrive. Donc le plan, l'élection doit être le grand examen de quel sera le plan qu'on va mettre en œuvre collectivement dans la nation dans les années à venir, avec des projets précis, avec des dates. Ça, c'est déjà l'enjeu au niveau national. Et ça doit être pareil pour les municipales et pour les régionales, etc. Donc à chaque niveau, il faut cette participation citoyenne. Parce que, voilà, une république qui n'a pas de citoyens, c'est pas une république. La mise en forme en tant que telle, je veux dire, du Conseil national du crédit, etc., ça je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas c'est sûr qu'au vu de la complexité aujourd'hui des technologies, des choix industriels, etc., sûrement qu'il faudra beaucoup plus de gens qui participent à la vie et aux décisions nationales que ce que c'est le cas aujourd'hui. Et la deuxième chose qui me semble être dans le sens inverse du bas vers le haut, c'est le fait que de toute manière, si on veut ce changement-là, ça sera par l'action des gens, ça sera par le fait que les gens retrouvent une participation dans la vie publique bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça recoupe cette question des médias, c'est que
la France gaulliste qui avait cette planification étatique, assez dirigiste, etc., elle était juste. Hein. Dans son intention et dans sa pensée, etc., elle était juste. Mais elle a eu à faire face à ce qu'a été Édouard Bernays, propaganda, la manipulation de masse, tout ce truc, cette influence dans la culture par des gens qui avaient des idées derrière la tête, qui ont sapé en fait ce qu'aurait pu être une France qui associe beaucoup plus le développement de la population, intellectuellement, culturellement, socialement, etc., avec ce qu'était cette France gaullienne. Et il y a eu un divorce qui a fait aujourd'hui que la France elle est guidée par l'opinion, de petites choses, de petits trucs, etc. Et il va falloir que de toute façon, à moins qu'il y ait un coup d'État, un truc, je ne sais pas d'où ça pourra arriver, de toute manière, mais sinon c'est uniquement par le fait de construire par le bas une conscience nationale et internationale. Et en fait, le fait que les gens influent sur les choix nationaux, quoi, de fait. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau du bottom-up, des initiatives locales et départementales, régionales, etc., ça manque pas du tout. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'État stratège qui entre en dialogue et qui coordonne ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a eu... il y a eu les pôles de compétitivité, c'est pas rien. C'est 70 pôles de gens qui s'organisent, et pas seulement pour faire de l'argent, parce qu'ils ont des compétences, des choses qu'ils peuvent faire ensemble, compléter, etc. Mais effectivement, il faut les deux. Je me pose quand même la question de savoir est-ce qu'il n'y aura pas une dichotomie finalement entre le plan qu'on met en place au niveau national et les intérêts finalement, les enjeux territoriaux. Parce que ça n'ira pas forcément dans le même sens. Il y a des gens par le bas, ils vont vous remonter des idées par le haut, mais est-ce que les idées qui seront appliquées du haut vers le bas seront forcément, iront forcément dans le même sens? Parce que moi, ça me semble un peu... dans une société idéale... Après oui, je crois que il faut viser la société idéale en fait. Non mais c'est tout le sujet, c'est que il y a à tous les coups, il y aura en effet des contradictions. Il y a plein de raisons pour qu'il y en ait, quoi. Et surtout il y a plein de quiproquos ou plein d'erreurs ou de mauvaises perceptions de ses intérêts nationaux ou locaux qui pourraient faire qu'il y ait des divergences. Mais après, les Bretons peuvent avoir leur école bretonne tout en participant à une vie nationale et en participant à une construction nationale. Il y a après le fait que les spécificités régionales, etc., ne sont pas forcément en contradiction avec la construction générale. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Mais du coup, justement, ces spécificités, comment on va les mettre en valeur et comment on va les financer? Est-ce que ce sera l'État qui décidera quelles seront les ressources justement pour préserver ces spécificités, ou est-ce qu'on va accorder aux collectivités, je ne sais pas, une autonomie fiscale, budgétaire ou c'est vrai que c'est un vaste débat. Non, mais après... je pense que ce qui était révolutionnaire justement dans la construction des communes est de se dire la plus petite cellule est autonome et a la compétence générale, ils décident chez eux. Avec leur budget. Avec leur budget, leurs impôts locaux, leurs ressources. Et puis de se dire voilà, qu'il y a un échelon, le plus petit échelon sera autonome pour décider de si en cas d'urgence il y a besoin de couper une route ou de s'occuper d'un truc qui est censé être dévolu au département ou le département à l'époque, mais maintenant région, etc. Et ben ils le feront. Ils devront réagir en urgence. Ils sont autonomes, ils le font. La compétence générale. Compétence générale. Ouais. Et qui a été franchement, c'est aujourd'hui en fait aujourd'hui on leur laisse gérer la merde, quoi. Tous les autres pouvoirs sont ailleurs. mais en tout cas cette idée-là de se dire il y a une cellule la plus petite qui est autonome, et il y a la souveraineté nationale, que les deux se complètent. Ce qui est révolutionnaire, c'est justement, c'était clairement cette idée
on va construire une implication citoyenne et on va construire la nation là-dessus. Mais il y a une idée nationale. C'est pas juste qu'il y a une multiplicité d'idées locales. C'est une idée nationale qui se construit par une construction locale. Et ça, c'est sûr que aujourd'hui, il faut absolument repenser ça. Mais en tout cas, dans une soumission nationale, où on fait payer à tout un chacun cette soumission-là, bah, c'est pas la peine. Enfin, à moins de se faire un petit potager, machin, mais ce sera pas une commune, ce sera pas une spécificité locale, ce sera une survie locale. Donc c'est... Ouais, enfin, ça semble intéressant de retrouver cet accord. Après, politiquement, on pourrait imaginer plein de choses sur avoir une meilleure articulation entre le local, le régional et le national. La suppression peut-être des millefeuilles administratifs. On pourrait faire comme en Allemagne, par exemple. C'est-à-dire qu'en Allemagne, dans le Sénat, le Bundesrat, en fait, c'est les régions. C'est pas un truc à part. C'est quand nous, on a des sénateurs et en même temps, on a des conseillers territoriaux, départementaux. Après, les sénateurs, aujourd'hui, sont élus par les grands électeurs, donc par les maires. Donc, ils sont supposés directement représenter des territoires. Et en plus, ils peuvent agir plus dans le temps. Ils peuvent plus approfondir une réflexion, faire des commissions d'enquête et de travailler dans le temps, ce qui est pas inutile, parce que donc il faut. Mais c'est pas faux. Disons, c'est un chantier à ouvrir et sur lequel il faut vraiment travailler. Je suis d'accord. J'ai une proposition, mais en même temps, ça va devenir une question. Est-ce que le Crédit Souverain financerait ce type de choses ou partiellement ? C'est une association qui existe depuis plusieurs années au sud de Toulouse et qui a réfléchi sur comment on sort les SDF en les faisant revenir dans une vie normale où ils ont un toit et même un emploi. Et ils se sont rendus compte que le principal obstacle, c'était le SDF lui-même, ou la SDF elle-même, puisqu'elle a perdu tous ses repères, la personne, et qu'il faut reconstruire quelque chose. Et du coup, ils ont mis en place quelque chose qui semble bien fonctionner. Ils disent que 75% des SDF ne retombent pas à la rue au bout de 2 ans. C'est un contrat sur 2 ans avec des étapes. L'idée, c'est de... Alors, le SDF a une maison où il ne paye pas de loyer. Il signe un contrat pour 1 mois où sa première mission, ça va être de s'occuper de lui. Au bout d'1 mois, donc il est accompagné. Il y a des gens qui viennent, qui l'aident par rapport au ménage, pour reprendre des gestes au quotidien par rapport à s'occuper d'une maison, qui n'est pas évident quand on a vécu des années, des mois à la rue. Et ensuite, il y a une deuxième étape, c'est entre le 2e mois et 6 mois, le SDF doit non plus juste s'occuper de lui-même, mais s'occuper de la maison. Donc là, il y a moins en moins de gens qui viennent s'occuper de la maison, et c'est lui qui de plus en plus doit s'occuper de la maison. Et au bout de 6 mois, on lui propose un emploi associatif, donc il a un salaire, et il doit payer un loyer symbolique de 10 € par mois. Donc il doit réussir à mettre 10 € de côté pour payer ce loyer. Et au bout des 2 ans, en fait, c'est l'idée que ce SDF n'est plus un SDF, qu'il a un toit, c'est ce qu'ils appellent les maisons de co-responsabilité, où au départ, il y a beaucoup de gens à l'aider, et au final, au bout des 2 ans, il n'y a plus personne, et il paye son loyer, et il a un emploi. Donc c'est en lien avec les municipalités, avec le milieu associatif, avec des milieux d'entreprise, et une partie des créateurs de cette association sont des milieux d'entreprise, en fait. Donc c'est assez lourd en termes financiers pour accompagner le SDF, mais ils prétendent qu'au bout des 2 ans, 75% des SDF ne sont plus SDF, ont retrouvé une vie normale, ils sont autonomes et libres. Et donc c'est l'idée d'associer liberté et responsabilité par palier. Ma question, donc ça c'est une remarque par rapport à l'urgence sociale, je trouvais ça intéressant quand même cette chose-là. Est-ce que ce genre d'initiative, si c'est validé d'un point de vue effectivement qu'il n'y a pas très peu de rechutes, est-ce que le Crédit National financerait ça ou non? Est-ce que ça serait l'impôt? Est-ce que ça serait en partie? Par exemple, les maisons de co-responsabilité pourraient être construites par le Crédit National, etc. etc. Et ma question plus largement, c'est quel serait le rôle du Crédit National en dehors de l'infrastructure, mais par rapport à l'urgence sociale?
Qu'est-ce que ça financerait, que ça financerait pas? Est-ce que ce serait indirect, direct? Voilà. Disons, dans l'idéal, personnellement, je pense que ce concept ce qu'on appelle le social, déjà, je trouve que très souvent, c'est une aberration, en fait. Parce qu'on va faire une séparation, on va dire, voilà, il y a d'un côté l'économie, voilà, ça c'est l'économie, et tout ce qui n'entre pas là-dedans, hein, tout ce qui n'est pas dans le moulin à viande, qu'on appelle l'économique, on appelle ça le social. Donc, déjà, faire du social, je dirais presque que le social, ça ne devrait pas exister. Évidemment, il faut voir ce qu'on met... Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Parce que, pour nous, la seule richesse, c'est l'homme. Donc après, que l'État... Je pense que les collectivités, il y a des niveaux où les collectivités peuvent, effectivement, donc au niveau des communes, les départements, des régions, qui soient partenaires dans ce genre de projet, ça c'est absolument essentiel. Que ça devienne une fonction de l'État, ça peut se discuter. Parce que, si vous voulez, pour moi, c'est un peu comme la charité. Que les individus fassent la charité, c'est très bien. Que ça devienne politique d'un État, l'État doit agir sur les causalités et pas uniquement sur les effets. L'urgence sociale, il faut le traiter. Après, il y a le logement social qui est toujours un crime en France. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire. Quelque chose parce que le débat me semble rester un peu, disons, formel, français, et pas basé sur l'intime. Moi, je vais revenir au début. On a les autorités européennes et la France qui prennent dans le revenu et dans le produit intérieur brut le trafic de drogue, le trafic d'armes et la prostitution. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont méchants? Non. C'est parce qu'ils sont logiques, dans un système logique dans lequel chacun d'entre vous et d'entre nous est plongé. Quel est ce système? C'est un système où on vous juge comme un pion financier. Vous êtes un pion financier, tu rapportes ou tu rapportes pas. On est jugé de cette façon. Et dans tout le débat qu'il y a là, cette question-là fondamentale doit être immédiatement pensée et amenée. Parce que comment on le joue? On joue, ça ne peut pas être autrement. Sois intimidé. Tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. De quel point de vue vas-tu juger les gens qui sont compétents dans le syndicat, dans les institutions publiques, dans l'École nationale d'administration? Tous ces gens qui sont compétents, eux, savent. Et même les gilets jaunes promus, eux, savent. Et vous êtes dans tout un domaine où vous-même, vous êtes intimidé par rapport à ce système qui vient de haut. Hein. On a pu dire, est-ce que ça vient de haut, est-ce que ça vient de bas? Ça vient de haut. Tout ce système-là, avec ses valeurs, cherche à avilir, à déshumaniser et à créer une situation où vous serez plus vis-à-vis de l'autre dans un état, je dirais, de coopération, d'empathie. Alors, je crois qu'il y a des institutions dans lesquelles, naturellement, et on n'y pense pas, généralement, où naturellement, les choses se passent de façon tout à fait différente. C'est d'abord l'institution où on assure le soin et l'empathie. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'hôpital public. Dans l'hôpital public, les choses s'organisent quelque part, quand ça marche, par elles-mêmes. L'infirmier qui est chargé des AVC, compétent pour les AVC. Et l'infirmier qui est compétent pour les problèmes d'infarctus, par exemple. C'est pas les mêmes. Et pourtant, ils font la même chose. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ils le font ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une intention, parce qu'il y a une direction, parce qu'il y a un but. Ça, c'est l'hôpital public. Maintenant, on vous dira, ah, mais ça, c'est le domaine de l'empathie. Le reste est dominé par la technique. Le reste, c'est les gestionnaires, c'est les administrateurs. C'est vrai, dans un certain sens. On essaye de détruire le CHU tel qu'il avait été fondé en 1958, hein, aujourd'hui. C'est ça à quoi qu'on assiste, à ce démantèlement, cette chose qui est absolument fondamentale pour notre pays. Maintenant, on vous dira, il y a des secteurs où c'est différent. Et moi, je dis, non, c'est des secteurs où on a la même chose, mais où on est dans l'humain,
au niveau de l'objectif, de ce qu'on essaye de faire ensemble, qui est de découvrir, de connaître des choses qui sont au-delà et qui seront pour le bien commun. Ça s'appelle le laboratoire et ça s'appelle la navette spatiale. Deux choses aujourd'hui qu'on est en train de détruire aussi. Donc tous ces lieux où quelque chose d'humain apparaît sont en train d'être détruits. Et par rapport à tout le reste, tout ce qui a été discuté aujourd'hui, je pense que c'est ces lieux où l'humain se manifeste qui doivent être considérés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'État? Il faut un État fort. Pourquoi? Pour se protéger justement contre ce monde extérieur. Mais il faut qu'il soit citoyen. L'État fort doit protéger vis-à-vis de l'extérieur, il détruit, et à l'intérieur, il doit promouvoir les autonomies créatrices. Promouvoir les autonomies créatrices. Ça ne vient pas d'en haut, hein, de ce point de vue-là. Ça vient d'en haut, dans le sens où l'en haut encourage l'en bas à penser, à définir et à faire. Et de ce point de vue-là, évidemment, il y a une autonomie au niveau de la commune qui s'exprime avec des projets communs, une autonomie à l'échelon au-dessus, l'échelon généralement du département, c'était connu, et puis l'échelon de l'État. Et il n'y a pas de contradiction entre ces niveaux-là, à condition qu'ils correspondent. C'est la même chose au niveau d'une autre institution qui reste comme valeur. Comment ça s'appelle en France? L'école. Non. L'école, c'est un peu foutu, malheureusement. Et les enseignants ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils devraient être, bien qu'il y ait un potentiel, là. Il y a un potentiel à chercher. Non, c'est une autre institution. Comment? Non. Allez, une institution que moi, dans ma jeunesse, j'aimais pas du tout. Famille, je vous hais, foyer clos, repos tranquille, c'est la famille. La famille qui n'est pas la famille défensive, la famille que je viens de décrire, c'est la famille qui s'ouvre au monde et qui porte au monde ce qui la compose des enfants. Et cette famille n'a de sens que si elle communique avec la famille du pays, la famille nationale, et la famille humaine, toute l'humanité, la famille humaine. Et c'est dans ce rapport constant que la réalité des choses. Et ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est probablement tout ce rapport constant entre ces différents éléments. Et ça vous concerne directement. C'est ici, ça roule, ça bouge ici. Ça bouge pour vous. C'est pas qu'un spectacle auquel vous êtes venu assister parce que, tous les deux, hein, ils sont bien, ils parlent bien, hein, c'est pas mal. Non, c'est pas du tout ça, c'est à vous que ça s'adresse. Et c'est à vous est extrêmement important parce qu'on vit dans un système où la délégation de pouvoir, ce qui est nécessaire dans une démocratie, est devenue en réalité, je dirais, assujettissement des volontés. Et assujettissement, comment? Par la servitude volontaire, par les moyens qui font que les uns et les autres sont soit entraînés dans les colères ou des rages impuissantes, soit dans l'abstention et dans de ne pas faire. Et où on cherche quelque chose, comme on l'a dit là, qui sera extérieur comme institution, qu'il faudra prendre. Ben non, ça se fait et ça se fera aujourd'hui dans la société où on est. On peut communiquer beaucoup plus qu'on n'a jamais fait. On n'a pas cette excuse. Hein. Internet et tout le reste, ça existe. On a cette possibilité d'organiser l'autre. Et dans cette capacité à organiser l'autre, ça s'appelle la politique. Et c'est ce que ce soir, je pense, en voyant la commune, en voyant Bertin, en voyant tout ce dont a parlé Rémi au départ, tout ça, ça doit être vu comme quelque chose qui est à vous, qui vous appartient. Parce que quelle est finalement la question fondamentale? C'est qui suis-je? Qui suis-je? Et celle qui suit, c'est la vie est brève, très brève. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Et le qu'est-ce que j'en fais pose la question par rapport à toutes ces institutions. Quelle est la part qui va rester de ce que j'ai pu faire? Quelle est ma part, de ce point de vue, moi qui vais mourir, d'immortalité pour les générations futures? Et c'est là que ça pose toute cette question pour un pays et pour une nation. Si on ne pense pas dans cette nation et dans son pays que les générations futures, et qu'on ne s'organise pas pour que les générations futures vivent mieux que nous-mêmes, dans une société qu'on juge meilleure. Ça ne veut pas dire regarder plus de porno, avoir plus de viande ou manger plus d'herbe si on est végan. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire une société meilleure, plus digne. Eh bien, si on pense cela,
on a une véritable république. Or, aujourd'hui, en France, 3% des gens pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront mieux qu'eux. Donc toute la nature du défi, c'est celle-là. C'est dans chacune de nos institutions, dans chacun de ce qui a été fait ce soir, c'est le sang, c'est la vie, c'est ce qui bouge, c'est ce qu'on communique avec l'autre, comme à l'hôpital. Et l'hôpital, je pense, comme la navette spatiale, comme le laboratoire, c'est un lieu où il y a une direction, une intention qui est de servir l'autre, de faire quelque chose de plus, et de découvrir, pour servir l'autre, des choses qui n'existaient pas avant. En soi-même, dans l'autre, et dans un principe, dans la nature. Et ça, c'est ce qui doit nous guider, chacun à notre petit niveau, ou à notre niveau moyen, ou à notre niveau un peu plus élevé, et qui doit nous guider, pas comme quelque chose où on a une institution qui va marcher, la commune, ou l'État. Non, c'est la vie que nous lui donnons, et la participation, et c'est ça être citoyen. Et le grand problème que nous avons, excusez-moi de le dire, mais que, y compris, allez, je vais le dire, y compris ici, il n'y a pratiquement plus de participation citoyenne, et il faut la faire revivre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous applaudir, applaudissez-vous ce que vous ferez.